Alors, on peut commencer, je peux aller? Oui, vous pouvez aller, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de partager avec vous quelques instants et aussi mon expérience en matière donc de gouvernance et des organisations de la société civile, des ONG, associations. Et je me réjouis de donner un peu plus de suite ce qui concerne le premier module que vous avez eu l'occasion de partager avec M. Kourago et sur la sociologie des ONG et associations. Et je vois que vous avez eu véritablement plusieurs informations et pas des moindres. Vous avez notamment traité des associations à but non lucratif, la définition, les objectifs et les bonnes pratiques. Et surtout, moi, je reviendrai un peu sur certains des aspects, juste pour nous permettre de fixer encore davantage les informations qui ont été partagées par M. Kourago avec vous. Donc, avant de commencer, je suis Roger Minungu, que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, et c'est un plaisir toujours d'être avec vous. Vu le nombre de participants, nous n'aurons pas l'occasion de donner la parole à tout le monde pour se présenter, mais peut-être au cours des échanges, quand quelqu'un veut prendre la parole, ce serait important de s'identifier pour qu'on sache bien à qui nous avons affaire. Et de façon, disons, dès l'entame, je voudrais peut-être revenir sur l'objectif même des créations des associations et des organisations de la société civile au Burkina Faso. Et M. Kourago a dû vous le dire qu'il y a eu une évolution dans le temps. Et donc, cela au regard aussi du contexte qui a changé. On se souviendra que avec la loi 92, on avait la possibilité de créer des associations où bon, les buts étaient plus ou moins confus. Vous aviez des associations effectivement but non lucratifs, mais dont les objectifs parfois s'apparentaient à des objectifs d'associations à but politique. Et cela, on en a vu plusieurs où des associations étaient créées dans la vision et finale en réalité de se muer en parti politique ou à soutenir des buts politiques. Vous avez l'exemple type avec les associations qui ont été plus ou moins, disons, suspendues après l'insurrection, telle la FEDAP-BC, qui avait été créée également sur la base de la loi 92. Donc, la mutation a permis, sous, disons, le CNT, en 2015, de faire une certaine distinction et puis de demander un certain nombre de critères pour permettre aux associations à but non lucratif à raison sociale d'être distinguées avec les associations, bien sûr, à but non lucratif, mais qui ont des relais politiques et autres. Et à ce niveau également, vous allez voir que, et vous avez certainement vu, tous les adhérents d'une association n'ont pas forcément la même compréhension de ce que c'est qu'une association. Quand bien même l'association a voulu tracer des lignes et avoir des garde-fous, il arrive que certains militants ou certains membres des associations, ils viennent peut-être au début par sympathie, ensuite ou par curiosité, mais au fil du temps, au regard peut-être de la capacité de mobilisation des OSC, on peut facilement se retrouver dans des situations où certains militants ne poursuivent plus forcément les buts que poursuit effectivement l'association. Et cela aussi, parfois, c'est parce qu'il manque en réalité un cadre beaucoup formel qui encadre de façon plus rigoureuse le mandat, les objectifs, pour que l'association demeure dans son rôle qui est celui donc d'être à but non lucratif, qui est celui d'apporter un concours à la construction de la société et de contribuer au développement. Donc, je peux vous dire que de par le passé, pas au sein de Diaconia, mais de par le passé,
nous avons eu, par exemple, des exemples où des militants utilisaient, pour des associations qui délivraient des cartes, ils utilisaient les cartes d'adhésion de ces associations pour poursuivre des buts purement personnels, surtout les associations ou ONG qui ont une aura, qui ont une capacité d'influencer. Alors, il arrivait que certains membres utilisent malheureusement des cartes soit pour voilà, et demander des faveurs de façon indue, et ça se détaillait plus ou moins sur l'image et la crédibilité de l'association ou des ONG en question. Et cela a peut-être entraîné au sein de ces associations la prise d'autres mesures pour interdire justement l'utilisation abusive des cartes qui leur sont délivrées. Et j'ai aussi vu que vous avez traité par exemple des principes et mécanismes et pour les acteurs de la gouvernance. Alors je pense également à ce niveau, il y a pas mal de choses à faire, surtout pour ce qui concerne les petites associations. Oui, on comprend parfaitement, il est important au démarrage qu'effectivement on ait des militants, des bénévoles qui s'engagent volontairement et vraiment de façon passionnée à soutenir l'existence et même les actions des organisations. Mais au fur et à mesure que l'organisation évolue, il faut absolument faire une répartition des rôles et des responsabilités. Sinon, on en vient à avoir une confusion où parfois le mélange dans l'organisation et le fonctionnement fait que les membres de la gouvernance, de façon générale, chez nous, on appelle conseil d'administration ou bureau exécutif, voilà, et ce que les Anglais appellent le board, donc l'organe de gouvernance. Voilà, on en arrive à ce que certains membres confondent les rôles avec leur rôle avec ceux de la direction, donc de l'administration. Parce qu'en réalité, la gouvernance doit beaucoup plus jouer un rôle stratégique, un rôle un peu politique de l'organisation, alors que l'administration joue un rôle opérationnel. C'est-à-dire c'est la branche exécutante de l'association. Et donc, si on n'arrive pas à avoir des principes bien clairs, bien formels, qui sont écrits et qui permettent aux uns et aux autres, à chacun de savoir quel est son rôle, quelle est sa responsabilité, il y a de forts risques qu'il y ait ce mélange-là. Et ce risque également est ressenti dans la mesure où il existe parfois des conflits. Et quand je dis conflits, pas forcément des conflits individuels, il peut en exister, mais il y a des conflits d'intérêts. Je prends un exemple. Il est arrivé de voir où il y a beaucoup de structures aussi qui fonctionnent comme ça. En principe, les noms ou les dénominations ont des connotations. Et ces connotations, quand par exemple vous prenez disons, un responsable d'organisation qui a le titre de coordonnateur, en principe, un coordonnateur est dans l'opérationnel, dans la logique. Un coordonnateur ne devrait pas se retrouver dans la gouvernance. Mais si vous avez, par exemple, dans le conseil d'administration, quelqu'un qui a le dénominateur coordonnateur, facilement, le jour où vous allez recruter un opérationnel avec le titre coordonnateur, il y aura des conflits et des empiètements dans les rôles et responsabilités qui vont être assignés. Cela dit, il faut effectivement que chacune des associations ou des organisations puisse élaborer des lignes directrices. Généralement, le rôle de l'Assemblée générale est connu. C'est l'instance suprême. Donc là, il n'y a pas beaucoup de débats. Mais pour le reste, parfois, il n'y a pas beaucoup de précision. Donc, il est important qu'on élabore, par exemple, des lignes directrices pour les responsabilités et attributions du conseil d'administration qui doit trancher avec le rôle et les responsabilités de l'administration. Généralement, la gouvernance est placée sous la responsabilité d'un président ou d'un secrétaire général, comme vous voulez. Mais au niveau de l'opérationnel, on devrait avoir soit un directeur, une directrice, un coordonnateur ou une coordonnatrice, tout dépend, un chef de projet ou autre. Mais les dénominations ont aussi leur importance.
Et il est important également de dire que très souvent, quand vous ne faites pas la distinction nette entre les rôles de la gouvernance et les rôles de l'opérationnel, il y a certains bailleurs de fonds qui ne sont pas ouverts à accompagner parce qu'ils se disent qu'il y a un problème de transparence. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps président et en même temps coordonnateur et en même temps trésorier. Voilà, donc la répartition des rôles est vraiment importante. Et il y a aussi, peut-être, dans toujours la gouvernance, quand bien même on connaît la périodicité ou on connaît le rôle des AG, très souvent, nos organisations et associations ne tiennent pas à échéance à bonne date. Les assemblées générales devant donc consacrer le principe démocratique et de la gouvernance. Donc, il est important que ce que nous avons prévu dans les statuts et règlements intérieurs pour régir le fonctionnement d'ensemble de l'organisation, nous puissions nous-mêmes les ça va poser un problème. Donc, je rappelle, donc, il est important Bonsoir, bonsoir. Je ne vous entends plus, monsieur Minougo. On ne vous entend plus, monsieur Minougo. On n'entend plus, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que là vous m'entendez maintenant? Voilà, donc, mais désolé, c'est les problèmes de connexion. Donc, alors, je ne sais pas où est-ce que vous m'aviez perdu, comme ça je peux reprendre tranquillement. Madame Constantine. La séparation des pouvoirs. D'accord. Voilà. Et la nécessité d'avoir effectivement cette séparation et le fait que parfois certains partenaires refusent s'il n'y a pas un board qui sépare avec l'exécutif. Ok, très bien, très bien. Donc, effectivement, il y a des bailleurs de fonds qui ont des canevas d'analyse et d'évaluation des capacités des organisations de la société civile lorsque vous faites postuler pour un appel à projet et que peut-être ça marche ou avant même que ça ne marche,
et qu'on décide d'évaluer les capacités, vous allez voir qu'on s'intéresse à la séparation des rôles et des responsabilités. Et pendant ce processus-là, non seulement dans les documents, mais aussi dans la pratique, on va chercher à voir est-ce qu'effectivement la gouvernance joue un rôle stratégique et politique. Est-ce que la gouvernance est distincte de l'opérationnel? Est-ce que le conseil d'administration ne joue pas le rôle en réalité de l'administration? L'administration, comme je l'ai dit, est celle-là qui est l'exécutant de l'association ou de l'organisation. Donc, il est bien, et un exemple concret, il revient par exemple au bureau, au bureau exécutif de proposer, ou même si le bureau exécutif est accompagné par le directeur dans son travail, ou la coordonnatrice ou le coordonnateur dans son travail, c'est pas au directeur d'aller soumettre à l'Assemblée générale des résolutions ou bien les plans stratégiques ou les plans ou les réflexions politiques. Non, c'est le rôle du bureau exécutif. Voilà. Donc, c'est le bureau exécutif qui soumet ces aspects-là en Assemblée générale pour approbation. Voilà. Par contre, tout ce qui est rapportage, il doit avoir des mécanismes pour que la direction puisse rendre compte au bureau exécutif de la mise en œuvre opérationnelle des actions sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas, il ne revient pas au conseil d'administration d'être sur le terrain à la place de l'administration. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Ah, okay. Oui. Ok. Il ne revient pas à l'administration, pardon, au bureau exécutif de remplacer l'administration pour exécuter les actions. Le bureau exécutif ou le conseil d'administration, à ce moment, s'il veut aller, par exemple, sur le terrain, c'est pour jouer un rôle de supervision ou d'évaluation, mais pas pour aller exécuter lui-même les actions planifiées dans le plan opérationnel. Il arrive parfois, malheureusement, qu'on constate de telles, disons, confusions ou mélanges, mais bon, ce n'est jamais trop tard pour rattraper les choses. C'est pourquoi il est important que de façon, disons, immédiate ou à moyen terme, on puisse mettre à l'écrit et de façon formelle ces distinctions-là. Et en même temps, il ne revient pas, par exemple, à un membre du bureau exécutif de venir directement s'adresser, par exemple, à l'opérationnel sans avoir un quitus du président ou du secrétaire général du bureau exécutif. Il doit avoir un mécanisme pour éviter que, bon, voilà, des individus, parce qu'ils ne comprennent pas forcément leur rôle, empiètent un peu sur le fonctionnement. Mais également, il ne revient pas à un membre de l'opérationnel de sauter, par exemple, le directeur ou la coordonnatrice ou la directrice et aller s'adresser directement au conseil d'administration tant qu'il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'il doit avoir des règles qui régissent le fonctionnement de chacun des organes pour faciliter un peu. Et le président du conseil d'administration doit avoir un cadre et un mécanisme de, disons, de discussion ou de collaboration avec la directrice ou le directeur ou le coordonnateur ou la coordonnatrice et vice-versa, de façon périodique. En même temps, il doit exister un mécanisme de contrôle de la gestion des fonds. Ce n'est pas parce que la gouvernance ne s'implique pas dans la mise en œuvre des actions que l'opérationnel ne rend pas compte et que la gouvernance n'a pas un œil dessus. Non, il doit avoir un mécanisme où le trésorier ou la trésorière, de façon régulière, passe vérifier les comptes et voir si les procédures sont respectées. Cela suppose qu'il y ait bien sûr des procédures. Donc, les manuels de procédure doivent être en place et validés. Et maintenant, on s'assure que les procédures telles que est convenues sont respectées au niveau de l'opérationnel. Donc, ça aussi, c'est un rôle que la gouvernance doit jouer, donc un rôle de supervision. Et en même temps,
lorsque, par exemple, il y a des audits qui sont menés, la gouvernance doit veiller à ce que les recommandations qui ont été formulées en vue d'améliorer le fonctionnement de l'association dans sa gestion puissent être mises en œuvre. Sinon, il peut arriver qu'effectivement, on formule des recommandations, mais malheureusement, ces recommandations ne sont pas exécutées. Et donc, à chaque fois, les audits vont rappeler cela, et ce qui n'est pas très bien. Donc, il y a rapidement, pour vous laisser, nous laisser la possibilité d'échanger, il y a d'abord que il faut qu'en interne, nous puissions asseoir une bonne culture démocratique dans la tenue régulière des instances de décision. Il faut que dans nos instances de décision, nous prenions en compte absolument l'approche genre. On a des associations où, bon, parfois, on n'a aucune femme dans le bureau exécutif. Voilà, c'est pas une bonne pratique. Il est encouragé fortement qu'on ait une représentativité des femmes, des jeunes et des adultes. Cela facilite la prise en compte, donc des besoins spécifiques et des visions de chaque catégorie. Ensuite, il est important que nous puissions mettre par écrit tous les rôles et toutes les responsabilités par organe. Quels sont les rôles et attributions de l'Assemblée générale? Quels sont les rôles et attributions du conseil d'administration ou du bureau exécutif? Quels sont les rôles et les responsabilités de l'administration? Le bureau exécutif ou le conseil d'administration étant placé sous la présidence, en fait, sous la responsabilité d'un président ou d'un secrétaire général. Et au niveau de l'opérationnel, ce serait soit un coordonnateur, soit un chef de projet, soit voilà, une coordonnatrice, voilà, ainsi de suite. Ensuite, il est important qu'au niveau, par exemple, de la gouvernance, que la gouvernance puisse travailler à faire naître de nouveaux talents, pour pouvoir assurer la relève. Parce qu'il est facile de recruter des gens pour qu'ils assurent des rôles professionnels, mais les professionnels ne sont pas forcément des membres de l'association. Donc, s'il manque cette vision d'entretenir et de créer des talents pour assurer la relève, à un certain moment, l'association va se trouver un peu sclérosée, en manque de compétences. Voilà. Et en même temps, en interne, et les membres de la gouvernance doivent trouver les moyens de renforcer leurs propres capacités pour être toujours, disons, au top, entre guillemets. Si vous êtes un trésorier et que vous ne pouvez pas poser de bonnes questions à votre comptable, ça va être difficile. Voilà. Parce que dans la logique, des répartitions des rôles et responsabilités, il revient au trésorier ou à la trésorière d'être en étroite collaboration avec les financiers. Le président ou la présidente ou le secrétaire général ou la secrétaire générale devrait être en étroite collaboration avec la directrice ou le directeur ou le coordonnateur ou le chef de projet, et ainsi de suite. Voilà. Donc, si on arrive, et puis bon, les questions relatives, par exemple, aux finances, vous voyez que c'est le conseiller qui pose ces questions. Rapidement, on va vous dire, mais vous avez mis une personne à une place qui n'est pas la sienne. Ensuite, la gouvernance, dans son rôle effectivement de prospective et de stratégique, doit, dans la mesure du possible, prendre en considération le développement même des compétences de l'association ou de l'organisation dans son ensemble. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que nous ne devrions pas uniquement penser peut-être qu'il faut juste former les professionnels qui, d'ailleurs, s'ils ne sont pas fidélisés, s'il n'y a pas de bon contrat, peuvent partir à tout moment. Donc, ils pourront partir avec les compétences que vous leur avez offertes. Mais il faut faire, disons, je ne dirais pas un mélange, mais une bonne conjugaison entre des formations qui sont en lien avec des aspects stratégiques, des aspects comme par exemple comment élaborer des documents stratégiques. C'est bien que la gouvernance puisse s'intéresser à ces choses
puissent également de façon régulière se rencontrer. Je pense aussi que, voilà, j'avais un peu oublié cet aspect, mais parfois vous avez des conseils d'administration ou des bureaux exécutifs qui ne se rencontrent que lorsque, voilà, il y a une urgence, il y a un besoin. Non, alors que quand on lit parfois les statuts, on voit qu'on a prévu clairement que le bureau exécutif se réunit peut-être une fois l'année ou 2 fois l'année ou 3 fois l'année, mais malheureusement, on ne le voit pas. Une autre chose qui peut-être qui nous manque, même lorsque nous tenons ces rencontres régulières ou ces actions, il manque l'écrit. On se réunit, on fait tout, mais on oublie d'élaborer un compte-rendu ou un procès verbal. Alors que la gouvernance est l'instance de décision vis-à-vis de l'opérationnel. Donc, s'il y a des décisions qui sont prises, il est important d'élaborer, par exemple, des procès-verbaux dont les recommandations ou les propositions d'action seraient maintenant transmises à l'opérationnel pour exécution. Voilà. Et je vois également un autre aspect que j'avais oublié. Lorsque je parle de la séparation ou de la répartition des rôles et responsabilités, Oui, alors? je ne veux pas dire... Je ne veux pas dire que le bureau exécutif ou le conseil d'administration se réunit en catimini, à l'insu du directeur ou du coordonnateur ou de la coordonnatrice. Non. Dans les principes, on dit que quand il y a cette bonne répartition, les bureaux exécutifs, lorsqu'ils veulent se réunir, c'est de façon concertée avec le premier responsable de l'administration. Donc, la directrice ou le directeur participe ou son représentant devrait participer à la réunion et prendre justement bonne note ou apporter des questions d'éclairage là où besoin est. Il peut arriver que au cours des réunions, il y a des aspects techniques qui nécessitent des avis ou des apports assez techniques. À ce moment, le premier responsable à faire venir quelqu'un de son staff ou même quelqu'un d'externe pour éclairer la lanterne du bureau exécutif pour meilleure prise de décision. Voilà. Parce que justement, on se rend parfois compte, il est arrivé parfois que des bureaux exécutifs se réunissent, bon, juste pour voilà, parler des choses, disons, qui concernent peut-être le staff, mais à leur insu. Et à la fin, bon, on se regarde en chien de faïence comme s'il y a un problème, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est un problème de communication. Donc, il est important qu'il existe des mécanismes, que ces mécanismes-là puissent être opérationnels et permettent effectivement d'établir des ponts entre la gouvernance et l'opérationnel, mais sans que l'opérationnel n'interfère sur le rôle de la gouvernance et que la gouvernance n'interfère pas sur les actions de l'opérationnel. Voilà. Donc, je m'arrête un peu là, peut-être avec l'espoir que les questions, les commentaires et les ajouts que vous allez apporter permettraient d'approfondir certaines questions. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire à faire? Allô, oui, monsieur Minungu. Je crois que certains collègues ont levé la main. Et vous pouvez leur donner la parole. Moi, je ne vois pas là où c'est levé là, mais si vous pouvez modérer cela, il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Il y a monsieur Inoussa Kafando qui a levé la main. D'accord. Ok, merci pour la parole. J'ai une question à l'endroit de monsieur Roger Minungu. D'abord, merci pour votre exposé. J'ai beaucoup appris. Maintenant, je veux savoir, dans le cadre de la relation entre l'opérationnel et la gouvernance, quelle attitude adopter, par exemple, pour l'opérationnel lorsqu'il se trouve en phase de, je ne dirais pas d'un blocage, mais d'un semblant de désintéressement de la gouvernance vis-à-vis des affaires opérationnelles.
Je m'explique. Par exemple, lorsque pour un acte, par exemple, pour la signature d'un acte et que la gouvernance prend du temps ou ne fait pas diligence, quelle attitude l'opérationnel doit adopter? OK, merci. Est-ce qu'on prend toutes les questions, quelques 3-4 questions avant de répondre ou bien on répond du tic au tac? Allô, oui. Et je pense que la formule qui vous conviendra le mieux sera la bonne aussi. Donc, peut-être on peut prendre 2 ou 3 autres questions. Comme ça, peut-être ça va permettre de balayer un peu. D'accord. Il y a M. Amidou Ouedraogo qui est là également. OK. M. Amidou. OK, merci beaucoup à M. Minungu. Merci à tous. Bonsoir. Et merci pour cet exposé. Je voudrais un peu faire revenir sur comme ce que le frère vient de dire. Je ne sais pas comment on peut faire pour faire face à la problématique actuelle donc d'une nécessité de séparation des pouvoirs, mais également d'un désintéressement des organes de gouvernance dans la gestion des organisations. Il y a un élément, comme vous l'avez dit, les questions donc un peu comme des conflits d'intérêts, mais c'est un peu, je ne sais pas comment il faut dire, c'est-à-dire, à un certain moment, on voit que le conseil d'administration parfois a l'impression que les directions exécutives ou bien les équipes de coordination qui sont payées, bon, à la sueur du front du conseil d'administration, vous allez dire, puisque généralement les conseils d'administration, c'est généralement les membres, les militants donc de base, les militants donc de première heure. Donc, alors qu'eux, ils sont des bénévoles, comment faire face à cette situation? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour transformer ce bénévolat ou du moins, en tout cas, pour permettre d'avoir une meilleure implication et continuer dans la séparation des pouvoirs? Sinon, c'est vraiment très, très, très difficile de plus en plus. OK. Merci. Merci, M. Ouedraogo. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Sinon, on répond à ces 2 questions. Allô, oui, il y a d'autres intervenants. Il y a M. Thomas Ouedraogo qui est là également. Ensuite, M. Idrissa. D'accord, OK. Allô? Oui, allô? M'entendez? Bonsoir, M. Minungu. Oui, bonsoir, M. Ouedraogo. Thomas Ouedraogo, Diaconia. OK. Alors, moi j'ai une question assez technique. C'est dans la forme même des associations au départ. Bon, je parle de ma très, très petite expérience. Il y a eu une époque où je voulais, avec des amis, créer une association. Mais quand je regardais le format, on a des associations classiques où il y a, bon, on a un président, un trésorier, un secrétaire général, un secrétaire de l'information, ainsi de suite. Et on s'en arrête là. Et il y avait aussi, comme vous l'avez dit, des associations où il y a un conseil d'administration et puis une partie exécutive où on dit que cette partie exécutive sera recrutée conformément aux lois en vigueur. Maintenant, dans la première forme, quand on veut se développer, comment est-ce qu'on procède pour séparer la partie, je dirais, décisionnelle de la partie opérationnelle? Est-ce qu'il faut forcément changer les statuts ou bien avoir comme bonne pratique, quand on veut créer une association, avoir un conseil d'administration ou un conseil de ça, je ne sais pas, et puis dire que la partie opérationnelle sera recrutée en fonction des lois sociales en vigueur. Quel est votre point de vue par rapport à ça? OK. Merci. Oui, donc, M. Idrissa Ouedraogo, vous pouvez prendre la parole ensuite. OK, merci beaucoup.
Voilà, ma question recoupe un peu mon prédécesseur. Voilà, je veux savoir quelle est la relation exacte entre le conseil d'administration et le bureau exécutif. Voilà, et dans quel cas il faut les deux instances là. Deuxièmement, je constate souvent qu'il y a certaines organisations qui sont représentées par le président et dans certains cas, c'est le secrétaire général. Je ne sais pas comment ça se passe ou quels sont les critères pour que ce soit comme ça, quoi. Si vous avez des éclaircissements par rapport à ça. Merci. OK. Merci. Allô, oui, Monsieur Minungu, donc ça fait 4 interventions déjà. On continue ou vous allez répondre d'abord? Je voyais un certain Damré. Peut-être on peut prendre un dernier intervenant. OK. Merci bien, Monsieur Minungu. Encore merci pour cette brillante présentation. Il faut dire que mes présidents ont pris en compte quelques préoccupations. Je voudrais avoir une différence fondamentale entre le conseil d'administration et la direction exécutive. Ça, c'est ma première préoccupation. Et ma seconde préoccupation, comme vous êtes vraiment très avisé dans les questions de gouvernance au niveau des associations, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux praticiens? Parce qu'on a les mêmes difficultés partout. Hein. Ça veut dire que ce soit le conseil d'administration, que ce soit la direction exécutive, ces instances-là interfèrent sur vraiment l'opérationnel. C'est comme quand vous recrutez quelqu'un, c'est normal. Vous recrutez quelqu'un, vous avez droit à tout ce que la personne fait. Et ça fait qu'à un certain moment, ça n'avance pas. Ça veut dire que le technicien, l'opérationnel qui est sur le terrain, il veut faire certaines choses. Bon, vous voyez, tout est question d'argent. Le conseil d'administration, souvent, ne voit pas de bon œil parce que, bon, eux, ce sont des bénévoles, comme on l'a dit tantôt, comment il faut faire pour monter de l'argent dedans. Voilà. En tant que personne avisée, quels sont les conseils que vous pouvez donner, en tout cas, pour que ça puisse bien fonctionner? Merci bien. OK. Merci beaucoup. Vos différentes interventions, en tout cas, permettent de revenir un peu sur pas mal d'aspects. Peut-être dans mon intervention, je pourrais ne pas suivre l'ordre parce qu'il y a des choses qui se recoupent. Mais si jamais j'oublie de toucher à un aspect précis de votre question ou de votre préoccupation, n'hésitez pas à me relancer. Alors, je pense déjà pour ce que M. Kafando a soulevé comme préoccupation, et que faut-il faire lorsque au niveau de la gouvernance, par exemple, on a besoin d'un chèque et puis bon, celui qui doit signer le chèque est un peu lent. Je pense, de mon point de vue, peut-être qu'il y a eu peut-être quelque chose au départ qui a manqué. Parce que généralement, nous devrions, dans les mécanismes, faire en sorte, peut-être c'est pour ça que je disais qu'il doit exister un mécanisme de collaboration ou d'échange entre le président ou le secrétaire général avec le directeur ou la directrice ou le coordonnateur. Donc, il doit exister un mécanisme d'échange ou de travail qui permet de rendre compte au bureau exécutif du plan d'action de notre travail pour une période donnée. Parfois, de par le passé, dans certaines associations ou ONG, nous présentions ces plans d'action de façon trimestrielle. Donc, les plans d'action sont assortis de budgets, même si ces budgets ne sont pas encore consolidés, mais au moins, à partir de ce moment, le bureau exécutif est informé que durant les 3 prochains mois, voilà les actions majeures qui pourraient être développées. De telle sorte que le bureau exécutif ou le conseil d'administration ne soit pas surpris un beau matin de voir qu'il y a une activité qui doit être réalisée demain matin. Donc, si ce planning de travail est fait et partagé avec le conseil d'administration pour information et même validation, parce qu'il y a des questions dessous derrière, alors à partir de ce moment,
ça pourrait faciliter, je ne dis pas que c'est cartésien, mais ça pourrait faciliter la mise à disposition des chéquiers et autres. Parce que lorsque votre premier responsable sait que son agenda est chargé pour un mois précis ou pour une semaine précise, il peut anticiper, vous faire des chèques. Et comme il y a généralement co-signature, il peut vous faire des chèques sous réserve que, bon, les prochains chèques là, pour être signés, vous devriez faire en sorte que la trésorière ou le trésorier certifie que vous avez fait une bonne gestion pour le trimestre passé avant de procéder au reste des signatures. Bon, sinon, effectivement, on peut prétexter facilement qu'on n'a pas le temps ou qu'on a été déjà mis devant les faits accomplis. C'est ce qui fait que, bon, on va traîner dans la signature. Mais en réalité, derrière, il y a aussi peut-être, mais je le dirais de façon franche, il y a parfois un problème de confiance. Donc, mais la confiance ou le manque de confiance s'installe lorsqu'on ne voit pas, on ne sait pas de façon claire qu'est-ce qui est prévu dans les jours et mois à venir. Donc, je vous exhorte ou je vous encourage à peut-être instaurer ce mécanisme de travail. Peut-être que ça va permettre de résoudre un tant soit peu cette difficulté que vous rencontrez. Sinon, elle est réelle et beaucoup d'associations en font l'expérience. Et pour ce qui concerne le désintéressement des organes de la gouvernance, oui, j'en conviens avec M. Ouedraogo du RAM. Effectivement, nos associations sont créées sur une base justement de et bénévolat. Donc, à un certain moment, il devient difficile de voir des professionnels qui sont en train de prendre des salaires, parfois des salaires plus gros que ce que les membres de l'association gagnent, et ça crée aussi parfois des frustrations. Comment faire pour concilier les deux? La première des choses que je dois dire, les membres bénévoles ne doivent pas prétendre avoir le traitement qui est réservé au staff. Parce que le staff consacre son temps avec un mandat précis et des descriptions de tâches précises pour l'accomplissement, sinon le bon accomplissement de leur mission. Et s'ils ne sont pas performants, on est en mesure soit de réviser les contrats ou de mettre fin au contrat. Donc, les bénévoles ne doivent pas, ne devraient pas, en tout cas, s'attendre à avoir de tels traitements. Cependant, il y a des possibilités. Je sais, de par le passé, il y a des associations qui prévoyaient effectivement une petite prise en charge, même si ce n'est pas consistant, mais on prévoit une petite prise en charge pour les membres de la gouvernance. Mais ça ne veut pas dire, parce que notre péché aussi, c'est de dire, oui, je suis membre du bureau, alors on ne s'intéresse pas réellement à la vie de l'association, on disparaît des radars et on s'attend à ce que non, voilà, à la fin du mois ou de la semaine, on m'envoie quelque chose. Non, on doit quand même, c'est pour ça que je parlais des réunions périodiques ou des activités de supervision. Lorsqu'un membre du conseil d'administration participe en réalité aux réunions du bureau ou du conseil d'administration, on peut leur offrir ou prévoir des émoluments à cet effet, sous forme donc de prise en charge de leurs frais de carburant ou de communication, qui devraient leur être reversés et pourraient leur être reversés périodiquement. Pour autant, il faut faire la preuve que les réunions ont pu se tenir, et c'est pour ça que je parlais de compte rendu ou de procès verbal. Sinon, un auditeur viendra vous demander, mais vous avez dit qu'on a donné des frais de carburant pour telle réunion. Où se trouve le compte rendu, par exemple, de la réunion? Donc, il est important d'asseoir ces mécanismes. Donc, on peut raisonnablement prévoir de petits budgets ou des petits émoluments pour la prise en charge des membres actifs du conseil d'administration qui suivent au jour le jour ou au quotidien, lorsque cela est possible, et les actions qui sont développées sur le terrain. On ne discutera pas de cet aspect si, par exemple, vous avez prévu, disons, une mission ou une activité d'envergure dans une zone précise et on adjoint un membre du conseil d'administration de suivre cette mission-là. Mais attention, lorsque le membre du conseil d'administration est membre de la délégation,
Il ne part pas pour aller bouger les chaises et puis prendre les micros et puis payer les perdièmes. Payer les perdièmes, ce n'est pas le rôle, s'il vous plaît, d'un membre du conseil d'administration. On ne doit pas voir un président en train de distribuer des cacahuètes, sauf si on veut se taquiner. Oui, mais par contre, quand il suit, il doit être là en train de superviser. C'est un rôle de supervision qu'il fait. Après, il doit pouvoir formuler des recommandations en vue de contribuer à l'amélioration des prochaines actions. Mais s'il part rester à l'hôtel, et puis bon, après, il vient, c'est pour donner du café aux gens, il est véritablement, il n'est pas dans son rôle. Voilà. Donc, s'il suit une mission comme ça, il peut être pris en charge parce qu'il est en mission. Alors, oui, M. Ouedraogo Thomas, en tout cas, merci beaucoup. Ce que vous avez soulevé comme préoccupation, elle est juste et fondée. Et en réalité, toutes les associations commencent comme ça. On commence toujours par une petite association. Juridiquement, quand vous commencez, alors la loi CNT nous dit il y a maintenant des postes clés qui sont établis et vous ne pouvez pas créer votre association si vous n'avez pas ces postes-là obligatoirement. C'est tout au moins un président ou un secrétaire général, il le faut, et un trésorier, il le faut. Donc, si vous avez un président, vous allez ajouter un secrétaire général plus un trésorier. Si vous n'avez pas de président, ça va être un secrétaire général, un trésorier et puis bon, un adjoint quelque part. Donc, au moins, les textes actuels permettent d'avoir une base, disons, une configuration d'ensemble ou générale pour les bureaux exécutifs ou les conseils d'administration. Mais cela dit, lorsqu'on commence à créer son association, on ne pense pas prioritairement que l'association aura de grands moyens et pourrait éventuellement avoir besoin des personnes pour être dans l'opérationnel. Donc, au démarrage, tant que vous avez des petits sous ou que c'est vos cotisations, on peut évoluer sous disons, la présidence et la coordination d'une même personne. C'est un mélange de gens. Mais à partir du moment où les fonds commencent à être conséquents, vous devez non seulement procéder, si vous ne l'aviez pas prévu, comme vous aviez dit là, de dire que non, les postes professionnels pourraient être recrutés, vous devrez alors procéder d'abord à la modification de vos statuts et règlements intérieurs pour faire une distinction, pour dire, OK, désormais, notre association comprend les organes suivants, l'Assemblée générale, le conseil d'administration ou le bureau exécutif, et ensuite l'administration. L'administration peut prendre plusieurs dénominations, ça peut être un secrétariat exécutif, ça peut être le bureau national, ça peut, voilà. Et donc, ces appellations existent. Et maintenant, vous décrivez les rôles et responsabilités de chacun de ces organes que vous avez créés. Vous n'êtes pas obligé de créer et de mettre dans les statuts et règlements intérieurs tous les postes dont vous aurez forcément besoin et au niveau professionnel. Non. C'est de dire que bon, on va recruter le personnel en fonction des besoins et des disponibilités de fonds. Voilà. Donc, cela est vraiment important de clarifier les choses à chaque fois que l'association quitte sa statut de petite là pour devenir moyenne ou grande. C'est important. Et quand on va prendre les statuts, on va regarder dans l'évaluation des capacités pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et je vais plus loin. Vous allez voir parfois des membres du conseil d'administration ou du bureau exécutif parce que tout simplement, le salaire qui est proposé pour un personnel X est intéressant, il enlève sa veste de président ou de secrétaire général ou de conseiller pour occuper le poste opérationnel. Non, ça ne fait pas partie des bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques, pour quitter un poste de gouvernance et venir à l'opérationnel et vice-versa, on doit d'abord démissionner de son poste pendant une durée donnée. Le minimum là, c'est 6 mois. Dans des structures sérieuses, il faut faire 2 ans. Vous démissionnez, vous faites au moins 2 ans pour pouvoir postuler. En réalité, qu'est-ce que cela vise? C'est pour éviter les règlements de compte et les conflits d'intérêts. Parce que vous êtes président, donc vous voyez que vous voulez avoir les gros sous, donc vous créez le poste,
vous prenez le poste et vous laissez maintenant la présidence à quelqu'un d'autre. Et quand vous pensez qu'après, entre-temps, étant dans l'opérationnel, alors que vous avez maîtrisé tout le cursus, tout le fonctionnement du conseil d'administration, vous voyez un nouveau qui vient, qui fait office de vous challenger, qui dit non, cette action ou ce comportement ne devrait pas être, vous dites ok, je vais repartir à la gouvernance et puis je le remplace. Vous voyez, ça devient des problèmes personnels, alors qu'une association n'a pas besoin de ça. On est institutionnel. Donc, il faut être au-dessus de la mêlée, il faut avoir une hauteur de vue. Et donc, les bonnes pratiques préconisent qu'on introduise dans les statuts et règlements intérieurs quels sont les mécanismes pour que quelqu'un du conseil d'administration puisse quitter son poste de conseil d'administration et passer à l'opérationnel, à l'administration. Et comment une personne aussi de l'administration peut quitter son poste d'administration là pour aller vers le conseil d'administration, parce qu'il en existe. Voilà. Donc, c'est très important de marquer cette distinction. Et alors, M. Idrissa Ouedraogo, et oui, en tout cas, merci beaucoup. Par rapport au rôle et aux responsabilités, je pense qu'il y en a un certain nombre, hein, mais déjà, ce que je peux donner comme exemple, c'est qu'il revient au bureau exécutif de concert avec les membres. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le bureau exécutif doit veiller, par exemple, de concert avec les membres, doit définir les priorités et les stratégies de l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez été élu comme membre du conseil d'administration ou comme membre du bureau exécutif parce qu'on estime que vous avez les capacités et les compétences et connaissances nécessaires pour apporter une plus-value à l'avancée de l'association. Donc, pour les questions stratégiques, les questions politiques, c'est de votre ressort. À partir de ce moment, il vous revient de pouvoir faire une analyse du contexte. Quand je dis contexte, c'est vraiment contexte politique, économique, social, environnemental, juridique et numérique, économique, tout ça, pour dire, au regard du contexte qui prévaut, il est important de s'orienter désormais vers telle et telle chose, de définir telle priorité plutôt que telle autre. Mais il n'est pas dit que le bureau exécutif doit le faire vraiment de façon, disons, voilà, c'est sa chasse gardée. Il s'enferme quelque part et puis dit oui, c'est nous on propose. Non, il doit consulter les membres. Parce que c'est une association et la démocratie et prévoit qu'on puisse prendre aussi les avis et disons, les commentaires et les inputs des autres membres qui pourraient avoir beaucoup plus d'idées ou d'initiatives, mais bien qu'ils ne soient pas membres du bureau. Il revient également, par exemple, au bureau exécutif de veiller au respect des responsabilités juridiques, statutaires et réglementaires. Je vous ai dit, l'administration peut ne pas être permanente. Vous recrutez un coordonnateur, demain, il ne se sent pas, il démissionne. Mais la vie juridique de votre association vous incombe parce que c'est statutaire. Et cela est prévu dans les textes. Donc, le bureau, l'administration va conseiller le bureau exécutif quant à la tenue des assemblées générales. Mais la convocation de l'assemblée générale, le coordonnateur ou la directrice ne peut pas le faire. C'est le président ou le secrétaire général qui convoque l'assemblée générale avec les dates et l'ordre du jour prévus à cet effet. Voilà. Donc, et le respect des responsabilités juridiques, statutaires et réglementaires incombe au bureau exécutif. Voilà. Quand cela va concerner les actes professionnels, il va entrer dans les cordes de la direction, non de l'administration. Également, le bureau exécutif doit travailler en collaboration avec, disons, le directeur ou la directrice, pour surveiller, par exemple, les risques juridiques et financiers. C'est pour ça que je parlais tantôt
de la nécessité, par exemple, pour la trésorière ou le trésorier, de contrôler la gestion du comptable. Donc, s'il n'y a pas un contrôle, il y a des risques qui émergent, mais qui restent à l'insu du bureau exécutif. Un beau matin, vous allez vous lever, trouver que, bon, si vous n'avez pas eu quelqu'un de bonne foi et de correct, eh bien, il aura vidé vos caisses et puis il y a un problème. Et le bureau exécutif également a la responsabilité de veiller sur la réputation de l'organisation. Voilà. Donc, voilà quelques exemples de rôle que doit jouer, par exemple, le bureau exécutif. Voilà. Et quand il joue ce rôle-là, il doit pouvoir concilier ses avis, ses commentaires et ses orientations sur ces questions. Il ne faut pas traiter des questions de façon verbale. Non, c'est important. Maintenant, vous avez demandé, il y a certaines associations dont les membres du bureau et du conseil d'administration du bureau exécutif, c'est parfois secrétaire général, parfois président. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de problème à ce niveau, parce que la loi dit, bon, quand c'est bureau exécutif, ou conseil d'administration, ou bureau tout simplement, ben c'est secrétaire général, c'est président. Mais comme je vous l'ai dit, ces dénominations-là, ces appellations relèvent de la gouvernance. Vous ne devriez pas utiliser de telles appellations pour des gens qui sont dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel, ça veut dire le staff, l'administration, vous devez retrouver des appellations comme coordonnateur, chef de projet, et directrice ou directeur. Voilà, c'est des appellations comme ça. Ou secrétaire exécutif, ou secrétaire exécutive. Là, on voit un peu, voilà, le rôle d'exécution. Alors, voilà rapidement ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les préoccupations et je reste en tout cas disponible. Oui, merci beaucoup, M. Minungu. Il y a des mains levées. Il y a M. C'est écrit Techno Camon. Donc, si vous pouvez préciser le nom. M. Techno. Vous nous recevez? Vous me recevez? Oui, oui, oui. OK, merci beaucoup. Moi, c'est M. Yonli Fidèle du GRDS Burkina. Alors, je voulais féliciter M. Minungu pour sa brillante présentation qui touche vraiment du doigt les réalités que nous vivons dans les différentes organisations. Voilà, j'avais quelques commentaires également à faire à ce niveau. Voilà, je voulais ajouter que généralement, dans les organisations de la société civile, les membres se réunissent ou bien, bon, dans la composition même des membres du bureau exécutif ou bien du conseil d'administration, la plupart du temps, le recrutement se fait par cooptage. Alors que je me dis que dans une organisation de la société civile, on doit avoir un penchant pour une organisation en visant un idéal. Ça veut dire qu'en venant dans une organisation de la société civile, si ce n'est pas l'idéal qui est visé, si c'est des intérêts stratégiques ou bien des profits, du coup, c'est compliqué. Mais maintenant, par rapport à tous les éléments que M. Minungu a relevés, je pense qu'il y a des éléments qui sont vraiment importants et même pertinents. Mais le problème, le souci majeur se trouve dans les lacunes de nos statuts et règlements intérieurs, parce qu'il y a des éléments qu'il a abordés. Si ces éléments se retrouvaient peut-être dans les textes, ça allait peut-être faciliter un peu le travail en synergie même entre la gouvernance et puis la direction. Parce que parfois, on est confronté à des difficultés et on a tendance à se référer au texte. Bon, on se rend compte que bon, c'est des aspects qui n'ont pas été abordés. Donc, du coup, c'est compliqué. Maintenant, bon, c'est la nécessité peut-être pour les organisations de revoir un peu les statuts et règlements en fonction de tout ce qui a été dit par M. Minungu, voir comment est-ce qu'on peut intégrer, on peut clarifier les rôles, les responsabilités des uns et des autres. Et un autre
aspect au niveau de la gouvernance, on a parlé peut-être des sorties de supervision, peut-être qui les concernent. Bon, c'est vrai, je suis d'avis parce que on ne peut pas laisser peut-être la gouvernance aller sur le terrain pour aller réaliser les activités parce que je pense que même au niveau de Diaconia, le travail que Diaconia fait, c'est le faire. Et peut-être parfois pour des organisations qui ont des points faibles au niveau de la base, de pouvoir aussi les faire. Et c'est extrêmement important. Et même quand la gouvernance sort sur le terrain, peut-être pour superviser, s'ils ne sont souvent pas trop bien imprégnés du projet, la formulation des recommandations devient difficile. Alors que parfois, il y a des activités stratégiques qui nécessitent quand même que l'opérationnel y soit, parce que l'opérationnel connaît un peu les objectifs, les résultats attendus, et puis bon, ça facilite vraiment la formulation des recommandations et même le recueillement des engagements au retour. Voilà, mais bon, c'est vraiment nécessaire pour je dirais même que cette formation, si c'était possible de faire bénéficier et les membres de l'opérationnel et les membres de la gouvernance, ça allait aider beaucoup d'organisations parce que, comme on le dit, c'est un sérieux problème. Et puis, bon, je pense que les gens doivent travailler sur la base de 3 éléments, la responsabilité, la confiance et le résultat généralement qu'on vise. Parce que quand on laisse l'opérationnel faire le travail, on a plus de résultats par rapport à certains éléments que l'opérationnel. Parce que dans la mise en œuvre d'un projet, l'opérationnel vraiment maîtrise le projet. Et bon, quand il y a des conflits d'intérêts qui ne laissent pas vraiment bien mener à bien son travail, ça devient difficile. Maintenant, bon, les gens ont essayé de demander des conseils par rapport à la stratégie à mettre en œuvre pour une bonne collaboration. Moi, je pense que c'est généralement le premier responsable de la gouvernance qui doit veiller à cette bonne collaboration. Ça veut dire que s'il y a une bonne collaboration entre le premier responsable de la gouvernance et le premier responsable de la direction, a priori, il ne doit pas avoir de problème majeur. Mais pour tout compte fait, c'est vraiment de revoir les textes, essayer d'intégrer certains éléments qui sont pertinents et peut-être que ça va améliorer un peu le travail sur le terrain. Et puis, pour travailler vraiment à ce que le cooptage soit de moins en moins constaté, quoi. Parce que si une organisation, c'est vraiment une famille parfois qui gère et tout, bon, plus tard, on serait forcément confronté à des difficultés. Voilà, c'est un peu les commentaires que je voulais faire. Merci bien. Allô, oui. Monsieur Minungu, vous voulez réagir à l'intervention? Ok, oui, si c'est le seul intervenant, très bien. Non, merci beaucoup à monsieur. Il y a monsieur Django qui est aussi en attente. Monsieur Masseladi Django. D'accord. Peut-être on le prend en même temps. Oui. Bonsoir et merci à monsieur Minungu pour la clarté de l'exposé. Moi, en fait, mon intervention, c'était concernant le renouvellement des instances, les membres du bureau. Parce que dans votre exposé, on a compris que souvent ça traîne alors que ça, disons, rallonge leur mandat, ce qui n'est pas forcément démocratique, c'est vrai. Mais le souci, c'est que lorsqu'on a une organisation, par exemple, qui intervient au niveau national et qui a des représentations dans les provinces, dans les régions, et qu'on doit organiser une AG, ils doivent intervenir, on sait que ça implique des coûts. Lorsqu'on a notre plan d'action ou notre plan annuel et qu'on met ça comme une activité et qu'il y a les partenaires qui ne prennent pas en compte. Et quand on sait que souvent c'est difficile aussi de mobiliser certaines ressources, bon, comment faire concrètement pour pouvoir organiser cet AG-là, pour pouvoir renouveler les instances? Merci. OK. Monsieur Gaël, il y a encore quelqu'un d'autre? Allô, non. D'accord. Donc, merci beaucoup à M. Yonli et à M. Massé. Vous avez effectivement posé ou touché du doigt les différents problèmes. Je tiens d'abord à dire, ou peut-être, je pense que cette formation qui est initiée doit déboucher sur
véritablement d'autres perspectives, notamment le renforcement des structures organisationnelles de toutes nos associations. Et ce thème-là qui est abordé ici et dont nous en parlons traite des mécanismes à mettre en place. Donc, cela suppose qu'en réalité, à la fin, certainement de la formation, l'une des recommandations majeures soit que toutes les structures qui n'ont pas les mécanismes et les bonnes pratiques en place, dans certaines structures, on appelle ça les core standards, les principes vraiment fondamentaux de la gouvernance. Donc, que toutes les structures qui n'ont pas ces mécanismes en place puissent les mettre en place, soit en procédant à la révision de leur statut ou en adoptant juste des résolutions qui vont être plus tard intégrées au statut et règlement intérieur après, lors des AG modificatifs si besoin il y a. Et parce qu'en réalité, quand on parle de recrutement, on doit connaître à l'avance quel est le mécanisme de recrutement. Ce n'est pas quand on veut recruter qu'on copte son meilleur copain et puis on vient l'asseoir ou bien son neveu. Non, on doit connaître le processus. Est-ce qu'il se fait en interne ou bien c'est pas en externe? Est-ce qu'il est fait par suite d'appel à candidature ouvert ou c'est restreint? Et quel est le comité de sélection? Est-ce qu'il est confié à un cabinet extérieur ou à un consultant? Tout ça, tous ces mécanismes doivent être écrits de telle sorte que quand on vient faire l'évaluation organisationnelle pour connaître quelles sont les procédures et mécanismes en place, on prend les documents, on voit et tout le monde peut s'en réjouir. Mais quand ça existe, effectivement, ça crée du flou. Et c'est à l'avantage de celui qui a la manœuvre. Donc, c'est fortement recommandé que ces mécanismes-là soient mis en place. Le recrutement, le manuel de procédure, tout ça, tous ces aspects-là, ça doit être en place. Les rôles, les responsabilités, les mécanismes de collaboration entre le président du conseil d'administration et la directrice de l'administration. Les mécanismes de collaboration entre la trésorière et le comptable ou la comptable ou les financiers. C'est des mécanismes, c'est des règles qui doivent être définies, des politiques claires qui existent pour éviter des équivoques, des interprétations. Et en réalité, je pense aussi qu'il y a un manque parce qu'au fond, l'évaluation des capacités organisationnelles des associations devrait déboucher sur des recommandations. Et quand ces recommandations sont formulées, en principe, les recommandations doivent être mises en œuvre. Et il n'est pas étonnant parfois que pour certains renouvellements de contrats ou de collaboration, ben, on dise, OK, il manque telle chose, tant que la chose n'a pas été actée, on ne peut pas poursuivre. Donc, je pense que, en tout cas, je connais des bailleurs de fonds, lorsque l'évaluation des capacités de l'organisation a été faite et que des recommandations étaient formulées, si l'organisation ne les met pas en œuvre, la collaboration va s'estomper dès la fin de la première phase ou de la phase de financement. Donc, c'est important d'en tenir compte. Et je formule justement cette recommandation à Diaconia, qui travaille avec beaucoup de partenaires, de faire en sorte que les recommandations des évaluations des capacités des organisations partenaires puissent être exécutées. Et que si ce n'est pas exécuté, ils puissent avoir des sanctions, parce que voilà, c'est comme ça. Et M. Yoli a aussi parlé des activités stratégiques. Oui, effectivement, je m'en souviens. Et je voyais effectivement dans des associations où, à chaque fois qu'on envoie une lettre d'invitation, c'est le président qui parle. Chaque fois qu'on envoie, c'est le président. Et quand il part, il vient, il ne rend compte à personne. Il est allé prendre ses 5 000 francs, aller boire son dolo ou sa bière, et puis bon, c'est fini. C'est dit d'abord, un tel comportement est limité parce que bon, c'est pas stratégique. Quand on participe à une rencontre, c'est pour apporter une plus-value et pouvoir aussi soutirer des choses au profit de sa structure. Donc, déjà, il y a des exemples types où certaines associations ont procédé à la définition de quelles sont les actions stratégiques
auxquelles prendraient part des membres du bureau? Et quelles sont les activités dont la présence de l'opérationnel est plus que souhaitée? Parce que ça va rapporter des retombées même dans la façon de travailler et même dans les actions qui sont menées. Et à ce moment, je me rappelle de cette caricature-là. On disait, ah, les activités mondaines, voilà, sont en général laissées à la gouvernance. C'est-à-dire, les activités où vous pensez que bon, c'est juste une table ronde où on veut aller mettre la caméra, on veut parler de, voilà, aller prendre la parole, que le porte-parole de quoi? Non, mes chers directeurs, laissez ça au président et aux secrétaires généraux. C'est leur rôle. Voilà. Maintenant, toutes les activités où on a besoin de contribution, de réflexion, où on dit, ah, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? À partir du moment où les bureaux, les membres des conseils d'administration ne sont pas toujours là, si on veut une seule personne, stratégiquement, il vaut mieux envoyer quelqu'un de l'administration. Parce que la personne serait mieux indiquée pour aller parler de votre expérience avec des exemples concrets à l'appui. Mais si c'est vous, en tant que président du conseil d'administration, qui vous rendez à ces rencontres, à ces activités, vous vous posez des questions, vous allez dire, ah bon, j'aurais dû amener mon chargé de programme ou bien ma directrice ou bien mon coordonnateur parce que c'est lui qui est plus habilité. Vous voyez, cette réponse montre déjà que votre présence n'était pas vraiment appropriée. Mais bon, on peut discuter dessus et puis s'entendre sur des actions ou disons des activités qui pourraient avoir soit une bonne visibilité en termes de représentation et sur l'échiquier national de l'association, de l'organisation, et les activités qui apportent beaucoup plus de compétences et de plus-value dans les actions. Ensuite, la révision des textes dont a parlé M. Yonli, je pense que c'est vrai, c'est évident, et c'est ce que j'ai soulevé tantôt. Peut-être qu'il y a besoin, il y a nécessité d'aider certaines des associations ou des organisations à renforcer leurs textes, les textes statutaires et réglementaires pour être en phase avec les bonnes pratiques. Voilà. Alors pour M. Massé, le renouvellement des instances qui engendrent des fonds, oui, c'est vrai, c'est effectif. Alors, il n'y a pas de baguette magique. À défaut d'avoir des cotisations qui permettent de tenir ces AG, ces rencontres statutaires, je pense que l'une des astuces qui pourrait être éventuellement utilisée serait de prévoir ces activités-là sur les fonds administratifs. Vous avez parfois des financements où on vous permet d'avoir, même si c'est 2, 3, 4% de frais administratifs, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas des activités justement du genre-là qui pourraient être planifiées là-bas. D'autant plus que les assemblées générales ne se tiennent pas forcément de façon semestrielle ou annuelle. C'est peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans pour faire des choses. Donc, quand vous avez réfléchi et évalué les actions et vous pensez que cette fois-ci, il nous faut une assemblée générale pour soit ordinaire ou extraordinaire, alors il faut planifier ça comme une activité et si ce n'est pas pris en charge directement comme activité du projet, on peut reverser ça dans les activités supportées qui pourraient être supportées par les frais administratifs. Donc voilà un peu de façon ramassée et ce que je pouvais dire par rapport aux commentaires de nos deux intervenants. Merci. Merci à vous, M. Minungu. Inoussa Kafondo a levé la main. Vous pouvez prendre la parole, je crois. Oui, oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir un peu sur mon intervention. Je pense que, bon, oui, je crois que je me suis mal fait comprendre. Lorsque j'ai pris l'exemple de la signature d'un chèque, par exemple, c'est juste pour dire que souvent, on se retrouve dans une situation où le premier responsable de l'association n'est vraiment pas impliqué dans les activités de l'association. Parce que vous savez que l'association, c'est souvent
c'est bénévolement que ces personnes-là se donnent à l'association. Et du fait, par conséquent, pardon, ils ont d'autres activités qui les occupent, d'autres activités rémunératrices de revenus qui les occupent. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas trop impliqués. Ils ne sont pas trop impliqués dans la vie de l'association. Donc, ce qui fait que souvent, l'opérationnel se trouve souvent confronté à ce désintéressement du premier responsable. Donc, ce qui fait que souvent, quand on a besoin qu'ils prennent connaissance d'un contrat ou bien qu'ils prennent connaissance d'un acte ou d'une activité de l'association, il n'est pas disponible ou il ne fait vraiment pas l'effort de comprendre ou bien de vivre les réalités de l'association. Dans une telle situation, quelle est l'attitude qu'on doit vraiment adopter pour vraiment aller de l'avant? Merci. OK. Merci. Conseil. Avec qui? Il y a quelqu'un qui parle, je ne l'entends pas. Monsieur Gaël? Allô, oui, je crois qu'il a ouvert son micro. Non, c'est bon, c'est réglé. C'est fermé. OK, donc c'est le seul intervenant à Kafando. Oui. D'accord. Alors, donc, merci beaucoup, Monsieur Kafando. Oui, je vous comprends parfaitement. Mais je pense que je risque de me répéter. Peut-être, il y a deux choses peut-être à considérer. Premièrement, il y a sa motivation. Voilà. Peut-être parce que j'imagine que quelqu'un qui accepte être premier responsable d'une association, c'est en connaissance de cause. Il devait être un militant actif. Après, avec le temps, il a d'autres obligations. Peut-être qu'au moment où il prenait même la responsabilité, il avait déjà ses obligations. Maintenant, s'il ne les avait pas et qu'entre-temps, ces obligations s'ajoutent, il faut effectivement trouver des mécanismes de collaboration entre le directeur et le président ou la présidente. Et ces mécanismes, ça peut être des réunions périodiques ou des échanges de mails ou des appels et même les réunions du bureau exécutif parce que ça pose quand même, il me semble, un problème d'absence même de réunions périodiques avec le conseil d'administration. Et si le conseil d'administration tient des réunions régulières et que le conseil d'administration est informé des actions en cours et des perspectives, a priori, ça peut permettre de réduire les sentiments d'être un peu à l'écart. Parce que je me dis que si le premier responsable se comporte ainsi, c'est que véritablement, il se dit, bon, je ne suis au courant de rien, ils font ce qu'ils veulent, bon, c'est quand ils ont besoin de ma signature qu'ils viennent m'appeler. Et ça, il y a un mécanisme, me semble-t-il, qui manque. La collaboration n'est pas au beau fixe. Alors, si ça persiste, le premier responsable de l'administration n'a pas autre choix, il ne peut rien faire d'autre puisque lui-même, il est recruté. Il n'y a que prier Dieu et attendre que l'Assemblée générale, peut-être, vienne choisir délibérément de changer de personne. Voilà, parce que c'est important. Si vous ne pouvez pas jouer convenablement votre rôle, à défaut de rendre le tablier le plus vite possible, c'est de déléguer, me semble-t-il, c'est de déléguer vos pouvoirs. Dans les associations, vous avez un président, un vice-président. Les textes prévoient généralement que le vice-président remplace le président en cas d'indisponibilité ou d'empêchement. Et si effectivement cela s'avère nécessaire, si le président ne se sent plus à l'aise de collaborer comme il se doit, qu'il délègue ses pouvoirs au vice-président, y compris la signature des documents. À ce moment, bon, il s'est déchargé, il permet à l'organisation de fonctionner de façon optimale et il n'empiète pas ou n'empêche pas le bon fonctionnement de la structure. Donc, peut-être, je pense, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un de ces 4 matins. On pourra échanger et voir quelles sont
les tactiques ou les démarches qui pourraient être envisagées. Et au besoin, vous pourrez aussi mettre à contribution vos bailleurs de fonds. Parce que j'imagine que si le premier responsable a accepté de signer les contrats, ben, quand même, il a une responsabilité de veiller à la bonne exécution de ces contrats. Donc, il est important de voir sur plusieurs leviers comment on peut remédier un peu à cette situation-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai apporté l'élément, mais dans tous les cas, on pourrait se rencontrer sur cette question-là. Oui, merci beaucoup, M. Minungu. Je voudrais préciser que l'honorable Dr Kouago nous a rejoint tout à l'heure. Et aussi, il y a M. Thomas Ouedraogo. M. Gaël. Allô, vous me recevez? Allô, vous me recevez? Allô? Ou est-ce que les participants, est-ce que vous me recevez? Alors, est-ce qu'il y a encore une autre intervention? S'il n'y en a pas, peut-être je vais conclure. Moi, je voulais intervenir. Thomas Ouedraogo. Oui. En fait, c'était juste une petite contribution. Puisque je pense que le sujet principal d'aujourd'hui, c'est la gouvernance. Et hier, avec le docteur Kouago, on regardait un peu la définition et l'objet des associations. En tout cas, à mon humble avis, moi, je pense qu'en réalité, c'est toutes les difficultés que les associations vivent souvent, c'est dû même à l'origine, c'est à la création. Parce qu'on crée une association, c'est dans un but social. Peut-être en étant le fondateur, le président, on a un but social, on veut investir une partie de son temps pour un but donné. Donc, quelle que soit l'évolution de son association, bon, il ne paraît pas utile d'avoir des émoluments comme les salariés, ainsi de suite. On poursuit un but, j'allais dire à la limite, noble. Et je pense que là où ça coince souvent, c'est quand les fondateurs ont des intentions en réalité cachées. Ils veulent en faire une activité principale sans pour autant aller dans le domaine commercial. Ce qui fait que, bon, quand il y a des bailleurs qui financent, bon, il y a toujours le double jeu entre l'organe dirigeant et l'exécutif parce qu'ils trouvent que, bon, l'exécutif prend un peu plus d'argent, ainsi de suite. Donc, à mon humble avis, je pense que les problèmes sont liés même aux intentions, entre guillemets, cachées dès le départ des fondateurs. Cette partie-là est gérée dès le départ. Quelle que soit l'évolution de l'association, il n'y aura jamais de problème entre la gouvernance et l'exécutif. Donc, ça, c'est l'avis que je voulais donner. Merci beaucoup. Je pense que c'est un commentaire, une contribution, et à juste titre qu'il faut accepter. Je vois M. Ouedraogo, Amidou. Oui, merci encore, M. Minungu. Moi, je voudrais encore me poser une autre préoccupation, toujours dans le domaine de la gouvernance. Je vois parfois certaines organisations, certaines ONG, qui sont à la base des associations, mais à l'heure actuelle, on ne voit pas le board, c'est-à-dire on ne voit pas cette représentation du conseil d'administration, généralement lors donc, des grandes rencontres en tant que tel. C'est beaucoup plus un secrétaire exécutif ou bien un coordinateur qui est beaucoup plus au devant donc, des choses. Je ne sais pas comment vous appréciez ça, parce qu'il y a beaucoup de grandes organisations, des ONG même du Sud, hein, quand on voit ils ont c'est des associations, mais à l'heure actuelle, vous n'allez pas voir le côté associatif. En tout cas, vous n'allez pas voir que, par exemple, il y a un président, il y a un truc comme ça, mais vous voyez vraiment l'exécutif qui est toujours dans tous les fronts et qui représente l'organisation. Je ne sais pas comment vous pensez donc de cela. Est-ce que c'est des modèles
véritablement qui peuvent être appliquées à des ONG nationales ou voilà, comment vous pensez, vous appréciez ces genres de modèles d'organisation? OK. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Je pense que les mécanismes et les questions des bonnes pratiques qui sont soulevées ici, c'est pour contribuer à résorber les problèmes vécus au sein des associations et des organisations. Tant que la collaboration est au beau fixe, il n'y a pas de problème. Effectivement, je connais des associations ou des organisations, c'est à peine si vous savez qu'il existe un conseil d'administration, et pourtant il en existe. Voilà. Donc, c'est des options où ces conseils d'administration estiment, bon, écoutez, jouez à fond le rôle à condition de nous rendre compte. Donc, si le problème de confiance ne se pose pas, a priori, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et j'ai l'habitude de voir, je vois en fait, il y avait cet exemple-là où les conseils d'administration et les bureaux exécutifs aimaient être presque au devant des choses à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, ce qui est une bonne chose. Mais vous allez voir des associations où, conférence de presse, vous ne verrez pas le conseil d'administration. Si le conseil d'administration est là, c'est juste pour faire les salamalek et puis se retirer. Parce que face à des journalistes, on traite de questions techniques. On traite de questions solides. Donc, il ne faut pas venir et puis parler, vous voyez, de choses dont on ne maîtrise pas les contours. Et à ce moment, le conseil d'administration dit, écoutez, c'est clair, pour tout ce qui concerne telle action ou telle action, l'opérationnel a feu vert pour les réaliser. Donc, je me résume, je peut-être me répète, le modèle où les mécanismes sont mis en place pour faciliter les relations ou la collaboration. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça va. Mais là où effectivement, il y a nécessité de clarifier les choses pour permettre disons, je ne dirais pas une coexistence, mais une collaboration harmonieuse, c'est là où véritablement il faut mettre tous les papiers et tous les mécanismes et autres écrits sur papier pour que cela serve de mémoire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments à votre préoccupation. Oui, c'est bon. Merci. Allô, oui. Monsieur Minungu, je vois que sur le chat, il n'y a plus de main levée. D'accord. Donc, je voulais demander au docteur, à l'enseignant, s'il est là, s'il a des commentaires ou s'il veut faire des apports peut-être. Allô, docteur Kouago? Allô, oui, monsieur Djibril. Allô, monsieur Djibril? Allô? Allô? Allô, oui, nous vous recevons. Ah, d'accord, merci. Alors, je voulais dire bonsoir à tout le monde. J'ai pris le débat en cours, donc la première partie, je n'ai pas pu suivre, mais je suppose On n'entend pas du tout. On n'entend pas beaucoup. Allô? On n'entend pas.
Oui, docteur, la voix n'est pas très élevée. Vous pouvez rapprocher un peu le micro. Allô? Oui, c'est mieux. Vous m'entendez maintenant? C'est mieux à mon niveau. Est-ce que chez vous, c'est bon pour vous? Oui, ça va. Oui, c'est OK, c'est OK. Oui, c'est bon. Mieux maintenant, c'est mieux. C'est bon. D'accord. Non, j'étais en train de vous dire bonsoir et de féliciter M. Minungou pour le témoignage. Je n'ai pas pu suivre la première partie. En tout cas, la petite partie que j'ai pu suivre, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Merci de partage de l'expérience. Je voudrais simplement faire effectivement remarquer... C'est reparti, on n'entend plus, hein. C'est devenu faible encore. C'est la connexion. Oui, on n'entend plus, on n'entend plus. On n'entend plus. Aïe, aïe, aïe. Allô? 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 Oui, oui. Vous entendez? Très bien à mon niveau. Mieux maintenant. D'accord. Alors, donc, OK, d'accord. Je disais simplement que je n'ai pas pu suivre la première partie et que la petite partie que j'ai pu suivre, je voulais féliciter Monsieur Minungou pour, en tout cas, les illustrations très concrètes. Juste pour la dernière intervention, c'était sur le rôle des conseils d'administration. Voilà, donc, que par exemple, s'il y a des réunions, bon, comme ils ne sont pas techniques, ils sont obligés d'introduire et de disparaître, si je peux mettre entre parenthèses. Mais je trouve que si c'est aussi comme ça veut dire qu'il y a un problème parce que le conseil d'administration, par définition, doit être techniquement aussi rodé à telle enseigne qu'on ne peut pas venir raconter des balivernes et ils ne vont pas avaler tout ce qu'on vient de dire. Donc, ça suppose que les membres du conseil d'administration soient des gens qui sont rodés en la matière. Même quand vous prenez les conseils d'administration dans les autres organisations, que ce soit les ministères ou autres, c'est quelqu'un qui est techniquement posé sur le sujet et sur la matière, de telle sorte qu'il doit scruter toutes les activités et toute la démarche, parce que c'est le rôle du conseil d'administration, c'est administrer, et expertiser et surveiller la gestion. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'il ne doit pas, en tout cas, fuir les débats. Mais je suis d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire que M. Minungou, ce qu'il dit n'est pas ça, mais je suis parfaitement d'accord qu'ils ne sont pas commis à la tâche opérationnelle. Voilà. Ça, au moins, c'est une réalité. Parce que comme ce n'est pas eux qui agissent sur le terrain, bon, ils peuvent ne pas être comptables, peut-être. Voilà, peut-être c'est parce qu'ils ne veulent pas être responsables des échecs. Sinon, techniquement, ils doivent être irréprochables. Bon, c'était juste cet apport-là, tout en félicitant tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, docteur Kourago. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais c'est la nature des organisations et des associations aussi. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à renforcer les capacités, même des membres de la gouvernance. Parce que généralement, on occulte cet aspect-là. Hein? C'est pour ça que je parlais justement de travailler à susciter de nouveaux talents, de nouvelles compétences pour assurer la relève dans la gestion des associations et organisations. Hein? Sinon, à un certain moment, bon, on se retrouve seul, un groupe réduit à supporter toute la charge. Et même quand vient le moment de dire, bon, on veut passer la main à quelqu'un, on se dit, on ne trouve pas. Parce qu'on n'a pas justement préparé une bonne partie, en fait, la majeure partie du temps, une bonne relève. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et donc, s'il n'y a pas vraiment d'autres interventions, je vais aussi vous remercier et juste rappeler que la gouvernance, c'est véritablement l'un des maillons centraux dans la vie d'une association.
Et il faut que ces rôles et responsabilités soient connus des membres, de ces membres, et puissent être surtout appliqués de façon intelligente et harmonieuse avec surtout la direction ou l'administration pour faciliter la mise en œuvre des actions opérationnelles, mais aussi pour surveiller et pouvoir contrôler justement de façon qualitative tout ce qui est exécuté sur le terrain au nom de l'association. Parce que l'image, la réputation, pardon, et la crédibilité de l'organisation reposent sur, sont entre les mains du conseil d'administration. Et si les choses ne marchent pas bien, il revient au conseil d'administration ou au bureau exécutif de pouvoir poser un regard critique pour apporter des solutions appropriées. Et pour y parvenir, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de baguette magique. Il faut mettre tous les mécanismes en place. Et mettre les mécanismes en place suppose que nous les écrivions, que nous insérions tout ce qui semble important, les bonnes pratiques là, que nous les mettions dans nos textes, dans les statuts ou règlements intérieurs ou dans d'autres documents, mais qui auraient, s'il vous plaît, et plus ou moins une force contraignante. Parce que si ce n'est pas opposable, si les gens disent, oh, bon, écoutez, ça là, ce n'est pas utile, bon, ce serait difficile de les appliquer. Alors que si le bureau exécutif d'abord ou le conseil d'administration lui-même n'applique pas ce qui est prévu, ça va être plus compliqué de demander aux autres de le faire parce que bon, il y aura maintenant comme un jeu de ping-pong. Donc, je pense qu'il serait aussi important en termes de recommandations que dans le cadre de cette formation à l'issue, Diaconia puisse, autant que faire se peut, et effectivement conduire, pourquoi pas, une évaluation exhaustive de la capacité de ces organisations partenaires et surtout partager les résultats et les recommandations qui ressortent en vue de renforcer les structures des organisations parce que plus l'organisation est solide, plus l'organisation est bien assise, plus elle est performante. Et la collaboration en interne va se sentir aussi améliorée. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous me recevez. Oui, monsieur Ulvik. Oui, je suis bien arrivé. J'ai fait un bon vol. Et merci. Honorable, comment tu vas? Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Et on n'a pas eu l'opportunité ou l'occasion de se coordonner à trois avant, mais on a pu se parler avec Roger ce matin. Et j'ai fait le point par mail et tout ça. Donc, je voudrais dire merci beaucoup à Roger pour sa disponibilité, pour nous avoir accompagnés. C'est un cours spécial que vous avez eu à deux niveaux. Le premier, c'est le fait que dans la pédagogie, on dise à un moment donné, on amène un professionnel pour accompagner la personne ressource qui fait l'intervention. Ouais. Et ça, c'est la première fois qu'on le fait dans un format comme ça. Donc, j'ai demandé à Roger ce matin qu'à la fin de la discussion, de nous proposer un sujet de brainstorming qu'on va pratiquer le vendredi et dans l'après-midi de la semaine prochaine. Donc, voilà un peu, je le remercie parce que ce n'était pas donné. La petite anecdote, j'étais en salle d'embarquement quand j'ai parlé avec lui et j'ai suivi un peu le cours à une escale, je crois que ça doit être Korogo ou quelque part là, ou bien Boaké, je ne sais plus où. Et là, je suis bien arrivé et la technologie nous fait des merveilles. On peut être en train de se déplacer et de rester utile dans un processus de formation. Donc, merci à l'intervenant, merci à la personne qui a fait le témoignage. Je pense que vous allez continuer demain, honorable, sur la séquence 2 de la vidéo que tu as enregistrée. Exact. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Donc,
je demande aux auditeurs d'attendre pour qu'on discute un peu sur le plan organisation, plateforme et autres. Et je pense que notre invité et le prof peuvent se retirer s'ils le souhaitent. D'accord. OK. Merci beaucoup. C'est un plaisir et on garde le contact. Voilà. Gaël, tu peux aussi arrêter l'enregistrement. Voilà, je crois que c'est fait.